Lorsque la tension monte à l'intérieur de la communauté, la manière C'est de le ça. relâcher, c'est à travers des Il faut rituels, sacrifier quelqu'un, de quoi. sacrifier Ouais. un bouc émissaire. Ouais. Et à quelque part, c'est très chrétien de voir que bon, ben, le bouc émissaire par excellence, c'est ceux qui ont le pouvoir. Ouais. Bon, ça ne les excuse pas parce que dans le christianisme, le bouc émissaire, il est sans péché. Là, c'est pas la question quand on regarde toutes ces questions-là. Ça me fait penser aussi à Alexis de Tocqueville qui en Amérique soulignait que, bon, avec l'avènement de la démocratie, les gens valorisent beaucoup leur liberté, mais valorisent aussi leur égalité. Puis à un certain point, ils vont sacrifier leur liberté au nom de l'égalité. Non pas juste une égalité de droit, mais comme une égalité de privilèges, une égalité économique aussi. Ouais. Puis on voit, je pense, cette tension-là dans le sens où je suis pas surpris d'entendre que c'est, je connais moins les gilets jaunes, mais de dire que c'est ces mouvements populistes-là qui ont relayé beaucoup ces informations-là. C'est parce que ça va dans la même mentalité, dans une démocratie. Pourquoi est-ce que certains pourraient avoir beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'influence, beaucoup plus de privilèges que le reste de la population? À quelque part, c'est quelque chose qu'on oublie, mais qui est propre au régime démocratique. Dans des régimes monarchiques ou dans l'ancien régime, justement, cette idée même de hiérarchie n'était pas vue comme quelque chose de mal en soi. L'idée, c'est que chaque personne à l'intérieur de cette hiérarchie-là doit jouer son rôle de manière noble, de manière responsable, mais la hiérarchie n'était pas mal en soi. Il y avait une idée de la noblesse, justement cette expression française de noblesse oubliée, je veux dire, ben, justement, il y a certaines responsabilités qui viennent avec certains privilèges, tandis que cette carte-là, aujourd'hui, de responsabilité-privilège, ben, elle est confuse. Il y a un problème culturel aussi. Je pense que dans les pays d'Europe, d'Amérique du Nord, c'est pas la même chose. Nous, en France, on a eu la même chose en Amérique du Nord, hein? Ouais. Ironiquement. Mais est-ce que tu es d'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'en France, on est quand même excessivement attentif à l'égalité. Le maître mot, c'est l'égalité. Peut-être plus que la liberté. Et je me demande si dans l'Amérique du Nord, l'égalité, nous, l'égalité, c'est un absolu. C'est indépassable. Ah, ben, Il je faut sais une pièce pas. qui dépasse, quoi. Ben, pour moi, écoute, c'est une expérience personnelle, mais pour moi, j'ai quand même l'impression qu'en France, quand je rencontre des Français, je vois que l'idée de classe sociale est encore très présente. L'idée de hiérarchie est encore très présente, beaucoup plus qu'en Amérique. En Amérique, tu as des millionnaires, puis tu as des millionnaires qui sont malchanceux. Il y a vraiment cette idée-là que comme tout le monde peut bâtir son succès, au Québec, je veux dire, lorsque les Britanniques ont conquis le Québec, toute l'élite, toute l'aristocratie française est partie. Donc, c'était vraiment une société égalitaire par défaut. Donc, chez nous, juste acheter une voiture de luxe ou s'habiller d'une certaine façon ou utiliser un certain langage, c'est tout le temps vu. On est très, très, très sensible à tout geste qui pourrait essayer de te placer dans une certaine classe sociale ou te distinguer des autres. Gestes que quand je vais en France, on dirait on les prend pour acquis. Mais est-ce On que les c'est prend pour différent aux acquis. États-Unis par rapport au Québec? Certainement, dans le sens aux États-Unis, tu as quand même une certaine aristocratie américaine, mais elle est très cachée, elle est très subtile, ce qu'on appelle les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, les descendants des puritains, des vieilles fortunes. Il y a quelques vieilles fortunes comme ça, mais aux États-Unis, c'est encore une fois aussi très tabou. C'est très tabou d'avoir hérité ses richesses. Oui, il faut aux les faire États-Unis, soi-même. quelqu'un peut démontrer sa richesse, son succès, l'excès, mais seulement s'il l'a acquis lui-même. Et il y a quand même une très grande gêne de dire, bon, ben, je suis une 8e génération de Rockefeller, et on voit l'attitude par rapport à la richesse, par rapport à l'ostentation, très différente entre les vieilles fortunes et les nouvelles fortunes en Amérique. Tandis qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée-là de
de vieilles fortunes ou de classes sociales qui sont projetées sur quand même des générations. Puis j'entends souvent aussi des gens se plaindre de dire ben, au niveau de la mobilité sociale qui serait apparemment moins. Comment dire, c'est toute une question de perception, hein, parce que la mobilité sociale aux États-Unis, le rêve américain, c'est pas si vrai que ça quand on C'est regarde un les rêve, quoi. statistiques. C'est un rêve, ou en tout cas, c'est pas aussi vrai qu'on le croirait. Ouais, ouais, Mais, non, c'est ça. En Amérique, je sais pas, je pense que c'est différent le rapport à l'égalité. ouais. Mais en même temps, ce qui me fait penser, ce que tu dis, c'est qu'on vient de sortir des données sur les gens qui sont dans des familles pauvres. Et avant, les gens pauvres mettaient 3, 4 générations pour sortir de la pauvreté. Et maintenant, c'est 6 générations. C'est-à-dire que les trappes à pauvreté s'accentuent, alors qu'on a un discours, qu'on a une société qui est très attentive justement à l'égalité, à donner sa chance à chacun, à redistribuer. On est très branché là-dessus en Europe. Et la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Ce que tu pointes du doigt, Jean-Luc, sur la difficulté de sortir de logique de richesse, pauvreté, de voir cet écart qui s'accroît, on le voit d'autant plus sur le domaine de la nourriture si on compare ces repas clandestins avec une carte à 200 €, 400 € le repas. Et ce qu'on peut voir aussi sur les étudiants qui sont en détresse financière et qui font la queue pour avoir leur repas à 1 euro. Rien qu'en prenant ces 2 exemples clés de l'actualité en ce moment, ça me rappelle un moment où Jésus raconte une parabole sur justement le festin et où il dit, mais vous avez l'habitude finalement, quand vous invitez des gens, d'inviter mais la crème de la crème, et puis vous, la crème de la crème, quand vous êtes invité au festin, vous voulez prendre les meilleures places. Et le conseil complètement renversant de Jésus à ça, c'est allez inviter les gens, là, les pauvres dans la rue, allez inviter ceux qui font la manche, parce que eux, dans tous les cas, ils ne pourront pas vous inviter en retour. Et c'est là que sera votre récompense. Et moi, je trouve que ce rappel renversant, finalement, peu importe de quel côté de la chaîne on se trouve, et peu importe à quel point on arrive ou pas à respecter toutes les mesures et à comprendre la Covid et à subir aussi tout l'impact de cette pandémie, il vient nous rencontrer forcément parce que ça vient renverser les valeurs et ça vient nous appeler à finalement inviter ou accueillir celui ou celle qui a moins. Et ça, je pense que c'est un conseil de Jésus ou plutôt un appel qui peut être intéressant à chacun de nous à prendre aujourd'hui.